Mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans le Grand Talk avec ce soir des invités et non des moindres, Monsieur Gbi de Fer. Namou. Oui. Namou. Ah, Namou. Oui. Ah non, mais attends, avant tu disais Hoa. Non, ça c'était au temps des babos. Au temps des babos, quand on dit bruit de fer, je dis Hoa. Mais actuellement, quand on dit bruit de fer, je dis Namou. Adama, il faut être honnête, hein, je vais évoluer. Je m'appelle Kouya, même actuellement, je suis en train de réfléchir pour mettre le thé. Au lieu de Kouya n'est pas, ça va devenir Kouyaté. Oui, parce que qui n'a pas envie d'émerger? J'ai envie d'avoir un poste. Gbi de Fer, est-ce que ça veut dire que tu manges à tous les râteliers? Parce que depuis le temps que tu répondais Oya et Namou, est-ce que tu as perçu quelques dividendes dessus? Peut-être c'est là qui est mon problème. Je n'aime pas souvent courir derrière des gens pour, c'est-à-dire vendre un talent. Je n'aime pas parce que j'estime que l'art c'est un métier qui est tellement noble que si je dois m'acoquiner avec un leader, je ne serai pas en mesure de donner ces critiques-là que je veux donner. En tout cas, voilà. Son franc-parler et ses coups de gueule sont désormais légendaires sur le net. On en reparle dans quelques instants. Et à côté de vous, Monsieur Gbi de Fer, Monsieur Zadi Djedje qui défraie la chronique. L'actualité politique est marquée justement par la naissance de ce tout nouveau parti politique créé le 19 avril 2014, le Front Populaire Uni, donc qui semble être à cheval entre un FPI, FPU. On en parle dans quelques instants, mais d'abord, Monsieur Zadi Djedje, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Bienvenue en tout cas dans le Grand Talk et merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être sur notre plateau. Et à côté, en face de vous, forcément, notre trublion, notre joyeux luron, Adama Daiko, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Alors Daiko, en tout cas, bienvenue. Il fera figure de chroniqueur dans cette émission avec ses petits pics par moment. Et puis, il saura apporter la note de bonne humeur que l'on attend dans cette émission. Toujours aussi ravissante et radieuse. Merci. Elle apportera la note de beauté qui manque sur ce plateau trop masculin. C'est Christiane Bandama que je demande d'applaudir. Merci. Et Christiane, forcément, Christiane, vous avez comme d'habitude quelque chose pour nous. Vous avez décidé de nous parler aujourd'hui du covoiturage. Tout à fait, j'ai décidé de vous parler du covoiturage, qui est un nouveau moyen de transport en commun. On le sait tous, nos capitales africaines sont souvent chargées dans leur trafic. Nous avons des embouteillages infernales, d'autant plus que nos réseaux ne répondent pas forcément à ce boom de parcs automobiles et aussi à l'explosion démographique. Or, qui dit embouteillage dit aussi dépenses de carburant, puisqu'on reste plus longtemps dans le trafic. Et puis, nous sommes en période de rentrée scolaire. Le trafic était soulagé pendant les vacances et maintenant de plus en plus dense. Et donc, pour remédier à cela, je vous propose le covoiturage qui est un dispositif en fait tout bête, mais on n'y pense pas forcément. L'idée en fait, c'est de partager une voiture entre personnes qui habitent la même zone et qui partent travailler en même zone ou partent même à l'école en même zone. Donc, comme quoi le covoiturage peut servir tant pour des travailleurs que pour les enfants. Et cette formule a la qualité d'avoir beaucoup d'avantages, notamment de réduire le nombre de voitures dans la circulation, donc réduire un peu aussi la densité du trafic. C'est aussi de répartir ou diviser les charges de carburant entre les personnes qui partagent la même voiture. C'est aussi question d'environnement et de protection de la planète, diminuer la pollution par la diminution de l'émission de gaz CO2. Et puis accessoirement, le covoiturage présente aussi l'avantage de tisser des liens amicaux entre les personnes qui partagent la même voiture. Bref, le covoiturage, c'est en gros environmental friendly, éco-friendly et ambiance friendly. Voilà, ce sont de nombreux avantages et comme quoi le covoiturage, c'est aussi rouler malin. Alors, rouler malin, évidemment, en permettant de réduire les frais de carburant, d'émissions de CO2. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelques problèmes dans le covoiturage? Quels pourraient être les inconvénients, justement, du covoiturage? Les inconvénients que nous pourrions avoir dans le système de covoiturage, c'est peut-être la question de dépendance. Et pour la personne qui rend le service, donc qui a la voiture, par exemple, attendre quelqu'un à qui on rend service, ce serait quelque peu gênant. Donc je conseille aux personnes qui profitent de la voiture de quelqu'un de par exemple s'arranger à être à l'heure au moment où elles doivent être prises et puis essayer aussi d'être à l'heure au moment de la descente du travail. Et puis quand même avoir l'occasion de présenter quand même la volonté, de manifester la volonté de participer aux frais de carburant. C'est vrai que sans la personne qui profite, la personne
aurait toujours son même trajet, elle paierait sa même consommation d'essence, mais quand même, vu qu'on rend service, il faut Ouais, participer. Quoi. Participer, et même si la voiture tombe en panne, il faut participer aux frais mécaniques. Bille de fer, bienvenue, quand même, plaisir et grand plaisir de te retrouver dans cette émission pour parler de toi et notamment de cette rubrique que tu animes sur un site internet, ivoiretv.net, et la rubrique qui s'appelle Heure de vérité, où là-bas tu craches toutes tes vérités aussi crues et dures peuvent-elles être. En remontant le temps, il faut rappeler que tu es avant tout comédien de scène. Tu as à ton actif beaucoup de pièces jouées, notamment quelques-unes des plus célèbres, s'il te plaît. Oh, j'en ai joué. J'ai joué l'Empire du Sang, j'ai joué Attentat au paradis, j'ai un peu beaucoup quand même. En tout cas, beaucoup de scènes. Et le, puis trône, le Trône Rouge que j'ai joué avec Laurent Pocou, Aklan, tout cela, le Trône Rouge, ça aussi j'en ai joué. Oui. Bille de fer. Allez, mec, bille de fer. Bille de fer, qu'est-ce qui t'a donné ou motivé de dire aussi crûment tes vérités sur le net? Oui, parce que j'ai constaté que depuis mon Côte d'Ivoire, tout le monde fait de la politique. Et tout le monde fait de la politique, personne n'a le courage de dire exactement ce qu'il y a. Et nous tous, on s'est tus et on a vu que la guerre est arrivée. Et quand je suis parti un jour, je suis parti à Mans et j'ai vu une jeune fille dont la tête a été arrachée par un obus. Mais j'ai été choqué, cette petite fille de 8 ans qui vendait des oranges. J'ai dit, mais nous avons été tous complices. C'est-à-dire que ce soit des chrétiens, des artistes, nous avons été complices parce qu'on a été incapables, à un moment donné, de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et on a laissé cette affaire s'installer et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui avec des morts, des morts, des morts. Et je dis à un moment donné, il faut avoir le courage de dire ça ce n'est pas bien, ça c'est bien. Quand un chef d'État fait quelque chose, il faut le lui dire. Il n'est pas un Dieu. Il n'est pas un Dieu, c'est un être humain, c'est un ami, c'est un frère, c'est un grand frère qui est parmi nous. Mais pourquoi le prendre pour un Dieu et le laisser évoluer seul dans une idée comme ça et puis tout le monde va mourir? Non, ça je n'en fais pas. Je ne suis pas prêt pour cela. Je suis prêt pour leur dire ce que je pense. Ouais. Christiane? Oui, alors moi j'avais des questions parce qu'effectivement c'est de plus en plus récurrent, ces interventions sur ce site internet. Doit-on comprendre que Bille de Fer a décidé de mettre de côté un petit peu les prestations sur les planches? Je n'ai pas mis les prestations sur les planches de côté. C'est une question de... C'est-à-dire qu'il faut éviter de mentir aux Ivoiriens. Pour créer une pièce de théâtre, ça nécessite des moyens. Je ne me vois pas en train de partir au palais de la culture pour raconter des histoires et des gens vont rire. Non, non, non. Il me faut aujourd'hui Sigiri Bakaba. Il ne sert pas là. Des amis que les dons ne sont plus là. Mais il faut que la Côte d'Ivoire soit représentée sur le plan théâtral. Mais il faut de l'argent. Il faut que nous ayons des moyens pour créer une pièce de théâtre, faire répéter des gens et leur donner des cachets conséquents. On va à un pays émergent en 2020. Et tu vas prendre des enfants pour les utiliser, leur donner des 10 000 francs. Non, ce n'est pas possible. Et si je dois créer, il me faut des moyens. Et si je n'ai pas de moyens, je ne vais pas créer. Parce que je n'ai pas créé avec mes poils. Ce n'est pas mes poils que je vais prendre pour payer les acteurs, payer les salles. Je ne peux pas faire ça. Oui, on se calme, on se calme. Bille de fer. Oui. Mais d'aucuns disent que c'est vrai, tu dis la vérité. Mais il n'y a pas de subtilité dans ta façon de parler. C'est dû à quoi? Ça veut dire quoi? Subtilité, c'est quoi? Ça dit la manière, quoi. Ça dit que voilà, la manière, voilà, habiller un peu. Mais habiller quoi pour plaire à qui? Non, non, non. Il faut dire exactement tel que les mots sont et la personne va comprendre. Je n'aime pas passer par 4 chemins. C'est-à-dire, il faut éviter. C'est-à-dire, on a tellement habillé des choses qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade qu'on ne veut plus jamais que ça répète. Et moi, je dis, la société civile a raté sa mission. Les chrétiens, les croyants, les musulmans, tous ont raté leur mission. Et même les artistes ont raté leur mission. Parce qu'à un moment donné, tous, d'autres chantaient. Aujourd'hui, ça commence à quoi, hein? Des gens commencent à chanter. Alassane est joli, joli garçon. Mais je vous en prie, toi, l'artiste, tu dois créer, tu dois être inspiré. Si Alassane est jolie, c'est pas toi que Dieu va envoyer pour dire qu'Alassane est jolie. Dieu va passer par Dominique pour dire que ton mari est joli. Toi, encore, tu habites dans un quartier de Yopougon et puis tu vas te donner cette inspiration pour dire la scène est jolie. Si ce n'est que des artistes alimentaires qui font, des artistes de circonstances, qui ne font que chanter le nom des gens et ces personnes se prennent pour des dieux et la mégalomanie s'installe et demain pour les enlever, c'est tout un tas de problèmes. Bille de Fer, évidemment, on revient dans un instant parce qu'il faut que nos téléspectateurs voient justement Bille de Fer dans ses œuvres. Et on va aller du côté de ce site internet, ivoiretv.net, où justement tu te prononces sur cet appel de Daoukro de M. Henri Conan Bédier, 17 septembre dernier. Voilà, et là, tu parles aux militants du Front Populaire Ivoirien et du LMP, sur ce sujet-là.
Bédier est en train de faire des petits calculs. Il fait des petits calculs. Pas que Bédier n'a pas envie de devenir président. J'ai l'impression que Bédier veut devenir président. Il a envie d'être candidat. Il a envie d'être président. Mais à l'état actuel des choses, est-ce que si Bédier est candidat contre le FDR, vous êtes sûr que le FDR, le PDCI va gagner? C'est très difficile. Là, le PDCI dans ce pays, pour gagner les élections, doit s'aligner au FPI. Or, l'alignement, le FPI avec le PDCI, à son temps, vous avez vu ce que ça a créé un peu. Ça n'a pas bien fonctionné. Et le FPI étant beaucoup de capitaux, se trouve hors du pays. Quel soutien normalement qui peut appuyer au sein du PDCI afin de battre le FDR? Parce que, c'est-à-dire, un seul parti n'est pas battre, ne pas reporter aujourd'hui les élections en Côte d'Ivoire. Il faut forcément deux partis. Allez, on peut dire ça quand même. Mais je voudrais rappeler que tu n'as pas que des coups de gueule sur Internet. Tu as quand même des coups de cœur. Oui. Et quel a été, selon toi, ton plus beau coup de cœur qui a fait réagir un maximum d'internautes? Bon, est-ce que vraiment j'ai des coups de cœur? Bon, vraiment, je ne sais pas. Bon, et souvent, il t'arrive quand même de saluer l'action du gouvernement par moment. Oui, c'est-à-dire, oui, il faut être honnête. Hein, c'est-à-dire dire qu'Alassane ne travaille pas, je vous ai menti. Aujourd'hui, il a une petite tranquillité. Et puis, je vois des travaux qui se font, c'est très bien. Quand vous dites Alassane, il faut rappeler que c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Bon, le président Alassane Ouattara. Oui, c'est ce que je voulais rappeler pour nos téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Il fait un beau travail, ça me plaît bien. Mais ce qui me fait un peu mal, un peu souvent, c'est au niveau de la culture un peu qui est un peu délaissée. Regardez, quand Hollande voyage, il voyage avec les Assafou, tout, c'est l'importance qu'ils accordent à la culture. Mais ici, en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas de respect de la culture. Et j'ai l'impression que quand on va à une émergence 2020, une émergence boiteuse, c'est-à-dire des gens, l'économie, les routes, les ponts, ça c'est de la macroéconomique, de la macro, ça c'est ça. Mais les individus, ça ne bouge pas. Au niveau de la culture, nous, on est laissé pour compte. Et c'est difficile, cela. Une émergence boiteuse ça la culture. Avec ces propos-là, c'est pas sûr que vous montrez de ce pas dans le Grumman présidentiel. On parle politique, justement. On parle politique. Et là, nous avons sur notre plateau Adama Daïko, Christiane, le tout nouveau-né de la politique ivoirienne, le tout nouveau bébé qui fait ses premiers pas, mais essence vraiment des premiers pas. On le saura tout à l'heure. Zadi Djedje, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Je rappelle que vous étiez militant de la FECI. Et puis, le 19 avril 2014, vous avez créé votre parti FPU, Front Populaire Uni, et qui semble créer dans l'esprit justement des lecteurs de la politique ivoirienne une certaine confusion entre FPI, FPU, et je sais que cette question, vous y êtes habitué forcément. Je voudrais vous dire, dans vos propos, dites le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a été président de la République. Oui. Voilà. Donc, effectivement, le FPU... On devra vous appeler on devra vous aussi vous appeler Monsieur le Président. Vous êtes président. Mais bien sûr, parti je suis président d'un parti politique. Voilà. Monsieur le Président, allez-y, répondez à la question. Oui. Merci. Voilà, donc, effectivement, je n'ai jamais été un militant du FPI. Un militant d'un parti politique, c'est celui-là qui prend sa carte d'adhésion. J'ai apporté mon soutien au président Laurent Gbagbo. Alors, nous avons pris la décision sur nous-mêmes de créer un parti politique qu'on appelle le FPU. Et le FPU est un parti centriste. Le FPU est né pour demander à la jeunesse de prendre conscience et qu'ensemble, nous-mêmes, on peut tracer les sillons de l'avenir de chacun d'entre nous. Adama Daïko. Jean-Jacques Varol, quand j'écoute Monsieur le Président Zadi Djedje, sincèrement, c'est une fierté de penser qu'on doit prendre le temps de tracer les sillons de l'avenir de la Côte d'Ivoire. FPU, mais pourquoi pas PDCU, pourquoi pas RDU, mais forcément FPU. Mais je voudrais éclaircir la lanterne des Ivoiriens pour dire chacun est libre de choisir la lettre qu'il veut pour créer un parti politique. Le FPI et le FPU, il y a une différence. Oui. Alors, ici, nous avons décidé de créer le parti et la dénomination, le Front Populaire Uni. Pourquoi le Front Populaire Uni? Voilà. J'ai été alerté au sein politique du président Laurent Gbagbo. Homme de paix, homme de valeur, celui-là qui a lutté pour le multipartisme dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est déporté loin de son pays, la Côte d'Ivoire. Quand tu es jeune,
et que tu veux être un footballeur et que tu choisis Drogba, Didier pour idole, quand on t'envoie dans un club, la première chose que tu demandes, c'est le numéro 11. Parce que tu veux être comme Didier Drogba. Tout à fait, tout à fait. Sur la scène politique, les autres disent oufetiste. Moi, je suis un gbagboïste. Et je suis le fils de Koudou Laurent Gbagbo. Alors, je veux être comme lui. C'est pourquoi les amis et moi, nous avons choisi 2 lettres, le F, le P et le UNI, pour unir tous les mouvements proches du président Laurent Gbagbo. Alors, Monsieur Zadi Djedje, vous dites avoir été allaité à la mamelle, si je puis dire, du président Laurent Gbagbo, qu'il est votre père. Mais pourquoi n'être pas resté dans la maison FPI et avoir créé le FPU? Est-ce que c'est une dissidence de la jeunesse ou c'est juste la jeunesse qui a besoin de voler de ses propres ailes? Écoutez, dans une famille, le père qui met ses enfants au monde, c'est pour ceux qui ne sont pas ambitieux, qui vont accepter de rester dans la maison familiale. Et tout à l'heure, j'ai été très clair. Je n'ai jamais été militant du FPI. Pourquoi voulez-vous me coller le ticket d'être un militant du FPI? J'ai été fils de Laurent Gbagbo, jeune que je suis, qui pense à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que ces aînés politiques, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, ils sont à la fin de leur génération. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Mais pourquoi voulez-vous que je reste au FPI? Non, la maturité de la jeunesse. On ne peut pas rester dans un politique et dans un parti politique du moins, mais en tant que des visionnaires, nous avons compris que la maison familiale de notre papa, Laurent Gbagbo, chacun va dire la maison m'appartient. Jeunes que nous sommes, nous avons compris tôt. C'est pourquoi nous avons décidé de créer notre parti politique. Mais le parti politique, c'est pour lutter pour la libération du président Laurent Gbagbo. Voilà. Mais puisque vous avez, semble toutes réussi à unir toutes les confédérations ou les divisions, ou les dissidences, vous auriez pu donc rester dans cette maison. Je pense que si vous êtes le fils, vous auriez pu hériter du père. Non, la question est de comprendre donc si vos ambitions étaient peut-être bâillonnées au sein de ce parti dans lequel vous avez fait vos premiers pas politiques. Oui, hein. oui. On vous empêchait d'évoluer naturellement au sein du FPI? Non, personne. Mais je suis simplement en train de vous dire, quand nous sommes revenus de l'exil après la crise post-électorale qui a traumatisé la Côte d'Ivoire, les amis et moi, parce que nous sommes des membres de la galaxie patriotique avec notre frère que je salue sur ce plateau, qui a lui-même jugé les juges de la CCPI. Je vais parler du camarade Charles Bleu Goudé. Là où il attendait d'être jugé par les juges, c'est lui-même qui a jugé les juges de la CPI. Donc je voudrais le saluer pour dire que nous avons commencé un combat. Mais quand on prend conscience, on ne peut pas militer dans un parti politique où on va être écrasé demain. Comme l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est pour la jeunesse de demain, on a compris et on a créé le parti politique parce que nous pensons que c'est nous qui allons diriger la Côte d'Ivoire de demain. Et enlever Alassane Ouattara au pouvoir par les urnes. Alors justement, Voilà. parlons d'enlever Alassane Ouattara au pouvoir par les urnes, en rappelant que le président Alassane Ouattara, évidemment, est désigné désormais par le président Henri Konan Bédié comme le candidat unique du RHDP pour les élections 2015. On vous soupçonne, hein, une certaine presse d'ailleurs, vous soupçonne d'avoir des accointances avec monsieur Ahmed Bakayoko qui aurait financé votre parti politique. Merci bien. Est-ce que nous pouvons parler de la souffrance des Ivoiriens? Est-ce que nous pouvons parler des problèmes de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez répondre à la question? On ne peut pas venir sur un plateau de débat où nous sommes en train d'échanger et on parle d'un ministre d'État d'un pays. Oui, mais il paraîtrait que monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur finance pas mon de la parti Côte d'Ivoire. Oui. J'ai été à l'école et je suis très intelligent. J'aspire aussi à gouverner la Côte d'Ivoire. Comme son président Alassane Ouattara dirige le pays aujourd'hui. Pourquoi les gens veulent que Ahmed Bakayoko me finance? Est-ce qu'il a fini de financer les jeunes du RDR? Mais les gens donnent de ces mensonges pour me salir. C'est pourquoi je voudrais dire sur votre plateau que Ahmed Bakayoko ne me finance pas. Ce qui m'intéresse, c'est la souffrance des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est malade. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'un médecin comme Zadi Djedje, qui est fils digne de Koudou Laurent Gbagbo. En tout cas, digne fils de Laurent Gbagbo, dont il a goûté les mamelles qui ont
T'as ri, on le sait. Alors, Guy de Fer, Oui. tu sembles intéressé par le débat. Oui, enfin, parce que- ou du moins par les propos de notre invité. Je vous ai dit que je ne sais pas faire de la politique. Parce que quand je vois, je dois parler. Quand tu vois, ils ont créé le RDR. C'est Gbagbo qui a créé le RDR en fait. Hein. Et tu vois, pour embrouiller le PDCI, Comment Gbagbo a créé le RDR? c'est Gbagbo Laurent, c'est Guéni Kobina qui a été chassé de l'hôtel Ivoire, qui est parti trouver Gbagbo chez lui à la maison en pleurant. Et Gbagbo, il voulait rentrer au FPI. Gbagbo a dit, il ne faut pas rentrer au FPI, on va créer pour toi. C'est comme ça que ça a été créé. Demande à tout le monde, ils le savent très bien. Guéni le sait très bien. Voilà, ce n'est pas la scène qui a créé, c'est Gbagbo qui a créé à la demande de Guéni Kobina. Et quand ils ont créé, pour créer un flou au niveau du PDCI, c'était PDCI RDA. Ils ont dit RDA. Ça commence à se plaindre, Non, non, non. On a une affaire de FPU, et tu vois, FPI. En fait, où j'ai apprécié Zadig Guégué, j'ai beaucoup apprécié, c'était le fait que le langage de la violence n'est pas en Zadig Guégué. J'aime bien les gens qui prônent la tranquillité et la paix. Mais quand tu vois le FPU, FPI, FPU, c'est pour créer, c'est-à-dire mélanger l'esprit La des gens. confusion. Oui, c'est pour créer la confusion entre les gens. Et puis ce que je ne sais pas. Parce qu'il faut que mon frère me dise au moins, parce que pour financer un parti politique, il faut avoir de l'argent. Il faut payer ton loyer d'abord, le carburant, la voiture, tout. Bon, si tu ne travailles pas, c'est difficile. Peut-être il va me dire où il travaille pour avoir son argent, pour entretenir les militants, les conseils. Je veux savoir ça. Alors, Sinon, je peux savoir qui finance son parti. Est-ce que lui-même, parce que c'est un flou, hein, FPI, FPI, c'est un flou. Mais en fait, ça a En fait, je comprends Guy de Fer. Il mais on va- donne des renseignements on va- parce qu'il veut créer un parti, c'est ça? Non, Ouais. s'il vous plaît, sur le plateau, on va aller direct justement à la question de financement. D'où tirez-vous les financements de votre parti, puisque vous n'êtes pas un homme d'affaires et qui plus est, vous êtes Merci encore bien. étudiant à l'université de Côte d'Ivoire. Merci bien. Mais je voudrais dire, je comprends Guy de Fer. Il dit qu'il ne connaît pas la politique. Donc, il ne sait pas comment un parti politique fonctionne. Non, Et on parle de financement, pas le fonctionnement. Mais il ne sait pas comment un parti politique fonctionne. Et financer. Restons sur le financement. Non. Restons sur le financement. Non. Il ne sait pas comment un parti politique fonctionne. Oui, mais comment vous Dans êtes le financeur? Écoutez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Voilà, nous avons des contrats. Dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle la vente des cartes, l'adhésion. On ne vient pas dans un parti politique pour être un simple sympathisant. Donc le FPU vit des ventes de ses cartes. Nous vendons nos cartes parce que les jeunes ont compris. C'est que vous ne comprenez pas. Et je vais dire à Guy de Fer, il a bien fait d'être comédien. C'est comme moi. Je ne maîtrise rien dans la comédie. Donc il fait très bien de poser sa question. Et je vais lui dire, Zadig Guégué n'est pas financé par un homme politique. C'est la jeunesse qui a compris qu'il faut enlever ces aînés qui ont dirigé ce pays pendant longtemps. Nous sommes des comptables, monsieur. Voilà. Nous sommes comptables de monsieur Zadig Guégué. Oui. Alors, vos cartes coûtent combien? Le plus important, Non, le monsieur Zadig Guégué, FPU répondez aux vend ses questions. cartes. Vous avez Je ne suis pas sur ce plateau pour venir donner le coût de mes cartes. Je suis venu parler de la Mais il y a quand situation même des que jeunes, vit il y a mon des pays. jeunes qui regardent cette émission qui aimeraient acheter vos cartes. Ça Oui, coûte combien? si les gens veulent acheter Il y a un les numéro de cartes téléphone. du FPU, je leur demande d'appeler le 09. Non, c'est bon, arrêtez-vous Voilà. là. Pour Merci, l'instant, merci, le 09, c'est bien. on Ok. l'appellera. On va parler maintenant des élections de 2015 et notamment sur cette question-là. Christiane bah. Tout à fait, j'avais une question parce que tout à l'heure, ces propos ont suscité chez moi une interrogation par rapport à ces présidentielles. Oui. Monsieur Zadig Guégué se disait vouloir conquérir le pouvoir et gouverner ce pays. Oui. Et donc, j'aimerais savoir s'il faudrait le compter donc, dans les présidentielles à venir, 2015. Merci bien. Je vais d'abord dire qu'on dit ici dans ce pays, la Côte d'Ivoire, pour être candidat pour participer à l'élection présidentielle, il faut payer une caution de 20 millions. Je voudrais dire à la jeunesse, ceux qu'on utilise pour aller faire la guerre, ceux qu'on manipule de tous les partis politiques, hein. Donc je voudrais dire à cette jeunesse que le jeune candidat que je suis, Zadig Guégué, président du FPU, le FPU va présenter un candidat à ces élections présidentielles à venir, 2015. Et le candidat, c'est lui qui est en face de vous, Zadig Guégué, que je suis. J'ai déjà la caution. Les 20 millions, j'ai déjà ça. Parce que la Côte d'Ivoire est malade. La Côte d'Ivoire a des problèmes. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme pour venir unir les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme pour créer les conditions sécuritaires,
pour que les Ivoiriens qui souffrent en exil rentrent dans le pays. La Côte d'Ivoire a besoin d'un jeune pour venir faire la promotion de la jeunesse. Il y a eu des aînés qui ont dirigé le pays. Pendant combien d'années? Depuis le feu Félix ou feu Boigny. La dernière personne de leur génération s'appelle Alassane Ouattara. Donc la nouvelle génération qui va maintenant venir prendre le pouvoir pour diriger la nation, celui par qui ça a commencé, c'est lui qui est en face de vous. Et je suis sûr de gagner ces élections à venir. En tout cas, les élections à venir, les élections de 2015, il faudra compter avec Monsieur Zadi Djedje qui était l'invité de cette émission. La première partie de l'émission, sans oublier évidemment Monsieur Guy de Fer, l'homme au coup de gueule. Merci. En tout cas, merci d'être resté en notre compagnie. Merci. Et puis, on vous souhaite tout le bonheur du monde pour les échéances électorales 2015 en Côte d'Ivoire. On se retrouve juste après la pub. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, retour dans le Grand Talk, deuxième et dernière partie, avec un invité, et non des moindres, le grand John Yalé. John Yalé, invité de cette deuxième et dernière partie de l'émission. Et nous sommes toujours en plus de John Yalé avec Adama Daiko, et sans oublier Christiane Bandama et Adama Daiko qui va nous présenter évidemment la bio décalée de Monsieur John Yalé. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je vais le faire. Alors, mon frère Jean-Jacques Varol, notre invité se définit comme la force du verbe, la profondeur des paroles, la pertinence de ses textes, les transmissions et vibrations et émotions sonores qu'il distille dans le public démontrent que plus le temps passe, plus les années passent, il rajeunit. 1990, année du multipartisme en Côte d'Ivoire, qui coïncide avec l'ascension inestimable du zézé pop, son rythme musical. Alors Jean-Jacques Varol, si Yalé signifie souffrance, alors Yalé c'est souffrir pour réussir. Mayal, Yalé, Kifis en abrégé ça fait M-Y-K, donc Mike. Alors que Mike, c'est le diminutif professionnel du nom micro, Mike. Alors, et le micro, il l'utilise comme instrument pour parler, pour se définir, pour communiquer. Alors Jean-Jacques, sans toute forme de bavardage, je te confie dans la pure tradition BT de Gagnoa, le natif Doni Babré, le chef de la tribu des Canignon, John Yalé Ayoka. John Yalé. John, très heureux en tout cas de te retrouver présenter l'artiste comme étant une des légendes vivantes de la pop africaine pour ceux qui nous suivent par le monde. On va parler maintenant de John Yalé, mais parler de tes débuts de carrière. Dans la mémoire collective des Ivoiriens, on reste encore dans ce souvenir aux côtés de Ernesto Djedje. Mais la mémoire sélective des professionnels, tu as commencé ta carrière bien avant. Justement, ce n'est pas de Ziglibiti qui sont devenus célèbres et légendaires de Monsieur John Yalé. Alors, parlons de tes débuts, John Yalé. Ok. Mais comprenez que moi, la musique, j'ai commencé très tôt déjà. Je suis chanteur dans ce pays depuis que j'ai 12 ans. Et je suis né à Gagnoa, je viens à Abidjan pour justement me faire valoir en tant que musicien. C'est ce que j'ai toujours fait. J'ai fait d'abord les Black Power de Trècheville, j'ai fait les Shafts, j'ai fait les Scorpions, j'ai fait le Ndoli Orchestra, j'ai fait le Billy Andralex avec Doa Albert, j'ai fait les Tabous de Sablatou Daniel, j'ai fait le FL 2000 de François Louga, j'ai joué avec le Nawa National des jeunes Benegogwa. Et je suis même venu prêter main forte au grand frère Médé Pierre. Et après, je suis allé chez Ernesto Djedje. C'était à la fin de ma carrière musicale en Côte d'Ivoire. Donc, depuis que je suis jeune, je fais ce métier. C'est toujours très admiratif d'écouter évidemment ce parcours qui en dit long. Monsieur Daiko, peut-être une question sur la carrière, les débuts de Monsieur John Yalé. Ben, nous nous souvenons, alors que nous étions très jeunes, John Yalé au stade Félix Houphouët-Boigny,
le public n'avait pas compris que le zézé pop était un rythme musical d'avant-gardiste. Et aujourd'hui, Johnny Hallyday est-il satisfait du combat qu'il a mené? Alors revenons sur le souvenir d'ailleurs, souvenir épique. Hein, Stade Houphouët-Boigny, concert de la peur. Ouais, c'était en 1985. 1985, et tu débarquais. Ouais, j'étais en France et il y avait un grand concert de la paix qu'avait organisé Amnesty International. Bon, voilà. Amnesty International, non. Le président Houphouët-Boigny. Ah oui, il avait organisé. Oui, le président Houphouët-Boigny, oui. Et il avait demandé comme ça que tous les artistes qui étaient de l'autre côté viennent pour se faire valoir à cette fête-là. Et je suis arrivé. Je suis arrivé avec le concept de Zézé Pop. Parce que tout simplement, moi, j'ai toujours connu que la musique pop. Depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire est un pays de la pop musique. C'est ce qu'il faut savoir. Et les autres musiques sont arrivées dans les années 70. Donc nous, nous sommes nourris à la sève de la pop. Donc nous avons une connaissance de ces musiques du monde, depuis nos villages, depuis nos villes. Donc nous sommes, comment on dit, ralliés directement à la musique mondiale. Donc la pop est mon genre de musique. Et on regarde évidemment ce qui fait ton genre de musique, la Zézé Pop ou le Zézé Pop. C'est comme tu Bon, veux. enfin, regardons Zézé Pop. C'est plus simple. Là-bas, signé Johnny Hallyday, il est loin le temps où on te lapidait au stade Houphouët-Boigny. Et là, sur ces images-là, on voit un public tout acquis à ta cause. Quand on chante comme ça devant autant de personnes, tout en transe, qui tremblent, on se disait, nous, que c'était Michael Jackson et Sting. Et on nous a tellement montré d'images d'artistes internationaux qui déferlaient autant de chroniques. Mais toi, le public, tout en transe. C'est normal. Je pense que quand tu fais bien ton travail, parce que pour moi, chanter, c'est faire mon travail. Donc, je fais bien mon travail et le peuple aime ça, donc ils viennent pour partager avec moi. Voilà, donc je sais pas. Je fais bien mon travail. C'est dans ça qu'il y a le secret, en fait. On va parler justement du secret de ce travail dans quelques instants, au-delà du travail. Mais avant, Christiane, peut-être une question pour Johnny Hallyday. Oui, bien sûr. Alors, John qui nous dit qu'il fait bien son travail, le peuple est avec lui. Mais il semble que depuis 2000, il est quelque peu sevré, quand même, son public, vu que le dernier single remonte à 2000. Ouais, c'est fait exprès parce que, en fait, nous n'avons pas voulu être constants sur la scène parce qu'on était un peu déçus pour tout le travail qu'on fait. Et quand tu ne vois pas le retour financier, parce que c'est notre vie, donc des fois tu te poses des questions, pourquoi je travaille et pourquoi j'amène des produits qui me coûtent cher et qu'après je n'ai pas le retour. Est-ce qu'il faut changer d'espace pour aller se faire voir ailleurs? Mais quand on s'en rend compte que c'est notre pays
et que tout ce que nous le faisons pour ce pays, pour les enfants, pour le devenir de ce pays, on est obligé de revenir et de regarder ensemble et de créer des stratégies afin qu'on puisse trouver une porte de sortie. Et c'est dans la situation que je suis, en fait. Alors, c'est quand même une longue réflexion qui dure depuis 14 ans. Ouais. Et alors, peut-être une solution à ce problème, parce que beaucoup d'artistes en souffrent. Et Adama Daiko, d'ailleurs, est la preuve vivante. Vous aussi. Alors, est-ce que pendant 14 ans de réflexion, alors qu'est-ce qui est sorti de... Bon, en fait, moi, ce que je peux penser, c'est que... Tu pars, tu restes bon, je suis obligé de rester parce que je suis un enfant de la Côte d'Ivoire et j'ai besoin de la Côte d'Ivoire comme la Côte d'Ivoire a besoin de moi. Donc, on travaille pour le devenir de notre pays, en fait. Donc, on va trouver des stratégies qui vont nous sortir de cette merde, en fait. Vous trouvez parce que je pense que tout ça, ce sont des problèmes d'hommes, hein, c'est pas aussi compliqué. Des problèmes peut-être de politiciens aussi. De politiciens, parce que les politiciens sont les hommes, tu vois. Et d'ailleurs, justement, parlons politique dans cette émission, et notamment politique et culture. On a l'impression qu'en Afrique, ça fait pas bon ménage. Et d'ailleurs, notre dictateur bien-aimé, que nous allons suivre dans quelques instants, s'insurge contre ces nominations arbitraires et absurdes dans nos différents gouvernements. Nous regardons ensemble le dictateur bien-aimé. Mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, je ne serai ni long ni large comme d'habitude. La semaine dernière, j'ai opéré un léger réaménagement de mon cabinet en nommant quelques personnalités à la tête de certaines directions et institutions de notre pays, comme cela se fait partout ailleurs. Notre fameuse opposition n'a pas trouvé mieux à faire que de distiller des propos diffamatoires à mon encontre, en m'accusant de faire des nominations de complaisance, de faire du favoritisme ou du tribalisme. J'ai nommé des citoyens de ce pays sur la base de leurs compétences et de leur disponibilité à servir la mère patrie. Oui, mes chers compatriotes, je reconnais que 2 parmi eux sont mes beaux-frères. Voici des messieurs compétents, mariés à mes sœurs cadettes. Il faut bien que mes neveux soient nourris et qu'ils partent à l'école. Bref, ils ont été nommés sur la base de la compétence et bénéficient également des atouts pour occuper des postes de responsabilité. Pourquoi diantre cette fameuse opposition qui n'arrive même pas à remplir un terrain de Maracana à chacun de ses meetings m'accuse de faire du favoritisme, du tribalisme, du xénophobisme. Et quel isme sais-je encore? Même si tu n'aimes pas le caleçon, il faut reconnaître qu'il protège les fesses. Mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, vous me connaissez, vous savez que je ne badine pas avec la gestion de la chose publique. Si jamais des audits révèlent, attestent, stipulent qu'ils ont détourné les fonds de l'État, les biens de l'État à des fins personnelles, eh bien, ni l'opposition, ni vous l'opposition, surtout ce chef de file de l'opposition, ce belliqueux, ni vous les honnêtes citoyens, c'est pas vous qui allez faire la prison à leur place. Ce qui est décidé est décidé. Point final.
Aucun trait à la ligne. Notre dictateur, bien aimé quand même. Alors là, je te vois faire pousser du rire. Alors, ça t'a inspiré quelque chose, John? Ouais, bon, je vois que c'est tout ce qu'il est en train d'écrire, c'est tout le malheur qui frappe l'Afrique. Et bon, ça me fait sourire, mais... On va parler maintenant des questions qui fâchent dans cette émission, et notamment cet exil quasi ou plus ou moins, ou pseudo-exil. Qu'en est-il réellement? John Yalé est-il parti comme l'ensemble de ceux qui se sentaient menacés en Côte d'Ivoire? Non, mais il faut savoir tout de suite que moi, j'ai jamais été en exil. Moi, je suis, ce qu'on pourrait dire, je suis un aventurier. Je suis quelqu'un qui était en Côte d'Ivoire, qui a fait la musique et qui a vu qu'il n'y avait plus d'ouverture pour lui, donc il fallait que j'aille ailleurs pour me faire valoir. C'est ce que j'ai toujours fait. Donc j'ai toujours vécu là-bas. La preuve en est que le Zézé Pop est venu de là-bas. Donc moi je vis là-bas en tant qu'aventurier, tout simplement. Avec ses papiers ou sans ses papiers? Avec mes papiers maintenant. Donc, il fut un temps. Ça a duré combien de temps Ça a duré au moins une bonne dizaine d'années. Une dizaine d'années en Europe sans tes papiers. Ah ouais? Mais avec le Zézé Pop. Mais avec le Zézé Pop toujours, tu dis. Tu vois, donc voilà. Et bon, avec les événements, tout ça, bon, j'avais plus rien à faire parce que moi, il faut que je travaille pour gagner ma vie. Il n'y a que ça qui me fait vivre. Quand il n'y a plus d'espace pour moi, il faut que j'aille ailleurs pour jobber et gagner ma vie, nourrir ma famille et puis bon, faire mes projets. On va parler justement des particularités ou de la particularité singulière de ce Zézé Pop. C'est que tu ne chantes que dans ta langue maternelle qui est le BT. On t'a rarement vu chanter en français, si ce n'est prononcer le célèbre « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » qui reste les 3 mots français que tu as utilisés à ce jour dans tes chansons. C'est vrai. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis pour les rencontres de culture. Donc, je suis parti à l'aventure pour faire valoir ce que mon peuple a de meilleur. C'est comme ça que depuis en Europe, j'ai choisi. Et là-bas, avec ça, je suis arrivé à des niveaux, mais ce que j'ai compris, c'est que l'homme en face de qui j'étais ne pouvait pas me donner l'opportunité de faire valoir cette culture-là. C'est ça qui est la réalité. Parce que quelqu'un qui vient en face d'un autre, où il dit qu'il a sa culture à lui et il impose. C'est comme si j'imposais ça. Donc, eux, ils ont compris que j'étais un musicien qui avait de la valeur, tout, mais ils ne pouvaient pas me donner tout pour que j'arrive à faire disparaître ce qu'eux, ils ont de meilleur. C'est ça qui pose le problème en réalité. Et moi, ce que j'ai compris dans ça, c'est qu'il faut qu'on revienne vers l'Afrique et que ce soit l'Afrique qui crée ces espaces d'expression pour leurs artistes, pour que le monde vienne vers l'Afrique. Alors, avant justement, Christiane, question certainement, ou sinon, lui poser une question essentielle, notamment la barrière de la langue, retenez, n'a pas empêché un des plus grands musiciens de la pop musique, Monsieur Bono du groupe U2, de te rencontrer et de chercher à comprendre un peu ce que tu faisais. Quand a eu lieu cette rencontre avec Bono? Bon, c'est-à-dire que là, je travaillais dans un petit restaurant qu'on appelait le Speakeasy, qui était à la place Monge, dans le 13e arrondissement. Et vraiment, on était 3 musiciens avec un computer sur la scène. Ouais. On était le premier groupe en France à jouer de cette façon. Et ça intriguait tellement les gens qu'il y a eu U2 qui était au concert à Bercy et ils sont allés leur dire qu'il y a un groupe mythique qu'il faut venir voir, mais ce sont des avant-gardistes. C'est comme ça que Zieg, Bono, Billy Graham, le producteur, le Rolling Stone, tout, ils étaient venus et ils ont découvert. Et ce jour-là, Barthélemy Nabo
pour je que rappelle, les choses soient claires, Barthélémy était Nabo. dans ce restaurant ce jour. Barthélémy Nabo, Et pour c'est- nos téléspectateurs, Exact. est un émérite présentateur de télé ivoirien. Exactement. Et ce jour-là, ça a été une grande fête. On a fait un set pour les YouTube. Et là, Zieg a dit que j'étais l'artiste de l'an 2000. Et depuis ce jour, bon, voilà, quoi. Je fais mon chemin. Mais je trouve que ce sont des trucs réels. Ouais. Et ben, mais moi, c'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je parle de l'Afrique. Je dis que je suis un Africain et j'ai la chose qu'ils recherchent. Et moi, j'ai besoin de faire valoir ma culture. Et ma culture, c'est quoi? Ce sont mes langues. C'est la langue que je parle. C'est ça que je veux que les gens comprennent et qu'ils étudient aussi. Parce que moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Barol, Yes. c'est vraiment, moi je suis en train d'écouter le vieux père, quoi, tu vois, avec les petits mouvements. Bon, il reste deux peu, je rentre en transe, quoi. Hein? John, tu ne te sépares jamais de tes raies noires. Est-ce que c'est pas ça le petit secret aussi? Renoir parlait Voilà. de lunettes, hein. Ouais, les donc, lunettes, quoi, voilà, les noires. Non, lunettes, non, quoi. en C'est fait, lunettes c'est fumées. En fait, je porte ça parce que j'ai toujours vécu dans la misère africaine. Et je me dis que pour regarder les Africains et pour regarder le monde, il fallait que tu mettes un peu de couleur sur eux. C'est comme ça que j'ai toujours. Le noir pour bien voir le noir. Ah non, pas du noir. C'est-à-dire que tu penses que c'est du noir, mais c'est un des peu de lunettes Ça vert. atténue, peu de un peu vert. la misère Un peu peut-être de qu'on voit. couleur. Alors, l'histoire que nous racontait John Yalé tout à l'heure suscite pour nous une fierté certaine pour cet artiste ivoirien qui est accueilli par Beno à l'étranger. Donc, j'aimerais savoir comment se comporte le Zézé Pop sur les scènes internationales, hormis cette histoire que vous nous avez racontée. Vous participez à des festivals, ce genre de choses? Oui, pour gagner ma vie, je vais partout, je tourne, mais si c'est pas dans le créneau que tout le monde connaît. C'est-à-dire quoi, moi, il n'y a que les puristes qui m'appellent. Voilà, il n'y a que les puristes dans les grands événements. Parce que je peux vous dire aujourd'hui comme ça que sur ce plateau, que c'est quand même grâce à moi aussi qu'on parle de la world music aujourd'hui dans le monde. Parce que je fus le premier artiste qui a été produit par la FNAC Music en France. Zézé Pop Experience a été produit par la FNAC. La maison FNAC est une maison de distribution. Et on va profiter justement pour voir tout de suite et maintenant John Yalé en live. Voilà quelques images inédites de ce premier concert qui marquait le retour triomphal après quelques années de disette du public. Et c'était quand exactement ce concert? Ben, je pense que ça doit être le 8 octobre 2013. 8 octobre 2013. Alors, John, on le sait, tu es un leader de pensée, mais un leader musical, parce que ici, quand on parle des leaders de pensée, ça retombe dans les clivages politiques. Mais on sait que tu draines du monde. Et on a été peiné de ne pas te voir dans la caravane de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, dans laquelle il y a eu des noms, et non des moindres, Mewé, Alpha Blondy, Magic System, Tikenja, et le grand absent, justement, John Yalé. Bah, moi, je pense tout simplement que je n'ai pas été associé à tout ça. Et puis, bon, je voulais aussi, à cette période, j'avais pas mal de tournées. Et je ne comprenais pas bien le sens de ça. Parce que, bon, il y avait beaucoup de problèmes qui n'étaient pas réglés au niveau de la Côte d'Ivoire, tout ça. Et les gens voulaient à tout prix réconcilier les Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens soient réconciliés, c'est simple. Il ne faudrait plus qu'il y ait des problèmes, il ne faudrait pas qu'il y ait des familles qui souffrent, il ne faudrait pas qu'il y ait des prisonniers, il faut que tout le monde sorte. Et puis après, c'est la réconciliation et le pays va
dans un seul sens. C'est ça qu'on appelle la réconciliation. On ne réconcilie pas les gens, d'autres ne sont pas d'accord. C'est merdique, quoi. Voilà. Est-ce que donc votre solution pour vous, pour la réconciliation Côte d'Ivoire? Moi, je pense que tous les enfants de ce pays doivent être libres et ils doivent tous être présents. Et puis, nous tous, nous nous regardons et nous pensons pour notre devenir. C'est ça qui est important. Certaines mauvaises langues pourraient vous reprocher justement d'être un peu trop proche de Laurent Gbagbo. C'est peut-être ce qui n'a pas milité en votre faveur, puisque vous aviez chanté à un meeting politique de Laurent Gbagbo, et cela vous a coûté évidemment le fait qu'on vous écarte de bien des projets de réconciliation. Non, mais moi je pense que c'est une très mauvaise vision des choses. Moi, en tant que citoyen, j'ai ma vision. Mais moi, je suis un artiste, je suis au milieu des choses. La preuve en est que je ne suis pas militant d'un parti, mais je suis les gens par rapport à leurs idées et par rapport à ce qu'ils me proposent. Vous parlez en termes de cachet? En termes de cachet. Ouais. Et puis maintenant, si je dois venir vers ça, je viens. J'ai mes décisions. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, quand il était en exil, c'est là-bas que je l'ai rencontré. Et quand il a eu ce projet, il n'y avait aucun artiste au pays pour lui. C'est quelqu'un avec lequel j'ai échangé beaucoup et j'aimais sa vision des choses parce que c'est quelqu'un qui vous éclaire les choses et vous voyez le fond de sa pensée. Donc j'aimais beaucoup ça parce que j'attendais ça de l'Afrique. Donc quand il a eu besoin de moi tout de suite, je suis là. Dernière question, pour terminer notre émission, si le président Alassane Ouattara vous invitait pour chanter à un de ses meetings, est-ce que vous iriez pour le blé ou pour les idées? Moi, je suis un artiste, j'ai un répertoire. Ce qu'il faut comprendre, j'ai un répertoire. Quand je viens, c'est mon répertoire que je fais valoir. C'est dans mon répertoire qu'il y a tout le système, ma façon de voir les choses. Donc même si le président Alassane Ouattara m'appelle de venir faire un show, je présente mon répertoire. Mais évidemment, on a bien compris qu'à un moment de la carrière d'un artiste, les idées, ça coûte peu. Et le blé, ça permet évidemment de vivre au quotidien. Le prochain album, pour terminer complètement, John Nialé, c'est pour quand exactement? Prochain album, période, est-ce qu'on peut... Nous sommes dans les préparatifs. On pense que début de l'année 2015, on sera sur le marché parce que je ne veux pas laisser tous les fans du ZZ Pop longtemps comme ça, parce que quand ils me voient dans les rues, d'autres pleurent, d'autres me disent « John, tu vas nous surveiller comme ça, tu nous rends malheureux. » Et je ne veux pas laisser mon peuple comme ça. Allez, et justement, l'invité de l'émission était John Nialé. Merci en tout cas d'être venu ici, sans oublier de dire merci à Christiane, merci à Dama Daïko, merci à vous qui êtes restés en notre compagnie sur Vox Africa. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.